Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre connexion et pour votre temps pour ces 45 prochaines minutes. Bienvenue sur ce webinaire achat responsable. Très rapidement, avant de me présenter EPSA, créateur et producteur de performance durable. Effectivement, aujourd'hui, EPSA agit principalement sur 4 domaines d'activité. Le premier qui est la performance opérationnelle, notamment sur les achats et sur l'organisation. Le deuxième, toujours en lien avec les achats, qui est une solution de marketplace. Et puis deux autres solutions pour effectivement travailler sur vos structures de coûts, sur la performance, l'innovation et l'optimisation de charges sociales et fiscales. C'est ça une entreprise qui a fait x4 en 4 ans. Vous pouvez le voir sur l'évolution notamment du chiffre d'affaires et de la marge brute. Je suis Cédric Laroyenne, directeur RSE et délégué général du groupe EPSA. Et je vais vous parler aujourd'hui, enfin je vais plutôt interviewer aujourd'hui Bertrand Pouillot qui va se présenter juste après pour animer autour de ce sujet qui est l'entreprise d'aujourd'hui et de demain et sa performance durable. Et qu'est-ce qu'on entend par performance durable, notamment sous le prisme des achats et sous le prisme, dans un premier temps, celui de la gouvernance. On a travaillé pendant un peu plus d'un an sur ce guide qui reprend les grands piliers de la RSE, la gouvernance, l'empreinte sociale, l'empreinte environnementale, en le mettant sous le prisme finalement de ce qui représente entre 50 et 60% du chiffre d'affaires, notamment du côté des groupes industriels, que sont les achats. Alors, finalement, ce webinaire-là s'inscrit dans une série de 5-6 épisodes. Ce guide-là est donc décliné sur ces épisodes-là. Le premier épisode était la semaine dernière, une partie plus théorique d'apport sur finalement quelle est la gouvernance idéale pour des achats responsables. Et le deuxième épisode aujourd'hui avec Bertrand Pouillot, directeur des achats d'Enedis, qui va être notre grand témoin pour nous parler de ce sujet. Ensuite, on enchaînera fin avril, début mai avec ce binôme d'épisodes sur comment concilier impact social et performance achat. Et puis, sous ce même mécanisme, on aura cet épisode 4 avec là encore un grand témoin qui viendra montrer que allier performance économique et impact social peuvent aller de pair. Et puis on terminera cette série de webinaires par l'épisode 5 et 6, qui sera donc focalisé sur l'empreinte carbone, sur l'empreinte environnementale, comment est-ce que tout ça peut être au cœur des achats d'aujourd'hui et de demain. Et donc aujourd'hui, j'ai la grande chance de pouvoir passer quelques minutes avec Bertrand Pouillou, donc directeur des achats Enedis. Merci Bertrand de nous accorder un peu plus d'une demi-heure pour pouvoir échanger sur votre retour d'expérience, à la fois sur les achats d'une manière générale, sur les achats responsables, et puis évidemment sur ce qui s'est passé avec le Covid. Et puis vous nous ferez part aussi d'un cadre un petit peu particulier que vous avez maintenant formalisé depuis quelques temps, qui permet d'avoir une politique d'achat responsable et une gouvernance durable. Alors Bertrand, avant de vous passer la parole, je vais juste reprendre très rapidement sur ce slide un petit peu chargé ce qui s'est passé finalement lors du premier webinaire la semaine dernière. Voilà les mots-clés et l'apport théorique entre guillemets qu'on a essayé de partager. L'acheteur responsable est celui qui arrive à réconcilier les objectifs de performance économique qui sont donnés par les directeurs achats et puis surtout les objectifs d'enjeux sociaux et environnementaux qui sont communiqués par le directeur RSE. Alors, peu importe que ce soit direction achat ou direction RSE, en tout cas qui sont impulsés par le leadership, et tout ça avec un fil rouge qui est s'assurer à la fois de la mise en conformité, de la compliance et de la réglementation. On a identifié 7 enjeux autour de la gouvernance, c'est ce que vous pouvez voir dans le carré en haut à gauche, qui sont pour nous vecteurs de croissance durable. Management des risques éco-évités, optimisation des coûts globaux, renforcement de la collaboration fournisseur, triptyque, vraiment pour une croissance durable à travers les achats. On se repose sur 3 piliers, on en a parlé, un fournisseur responsable, service produit à impact positif et enfin relation client-fournisseur équilibrée. On va beaucoup parler de ce sujet-là avec Bertrand aujourd'hui. Et puis finalement, c'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer des actions RSE tout au long du processus d'achat, aussi bien dans la définition du besoin que jusqu'au suivi de la performance en passant notamment par le sourcing, le lancement d'appels d'offres et la négociation et la contractualisation. Alors, Bertrand, première question peut-être déjà pour vous présenter. Finalement, vous avez assisté à ce premier webinaire et est-ce que vous étiez en lien avec tout ce qui s'est dit? Et puis, je précise que vous n'êtes pas un client d'EPSA, donc vous avez absolument le droit de dire et de ne pas plaire à EPSA. Donc, première question déjà, et merci encore une fois d'être ici avec nous. Est-ce que vous étiez en lien avec tout ce qui s'est dit lors du premier webinaire? Oui, bonjour Cédric, bonjour à tous. Alors j'étais complètement aligné. C'était assez amusant d'ailleurs, puisque j'avais pris le parti de suivre le webinaire alors pour deux raisons. D'abord parce que le sujet m'intéresse, et puis sachant que j'intervenais dans le deuxième épisode, je voulais un peu savoir la logistique. J'ai un concept, la préparation, 90% du succès, donc ça faisait partie de ma préparation. Et en fait, je me suis piqué au jeu.
Donc, j'ai vraiment et je l'ai transmis à toute l'équipe du top 35 de la direction des achats d'Enedis en disant on l'aurait pas beaucoup mieux fait. Enfin, traduit au sens travailler en étroite collaboration avec la RSE, c'est ce que je défends. Identifier toutes les parties prenantes. Quand on parle de la filière finance, de la filière juridique, de la filière RH, en fait, c'est toutes les filières de l'entreprise. Et puis, le partage de la politique RSE, elle ne peut être que déployée dans toutes les filières. Donc, j'ai complètement adhéré à toute cette démarche. Bon, j'ai un différent quand même avec Delphine. Je veux dire, si Delphine nous écoute, je l'invite à l'intégrer. Moi, je n'ai pas rédigé de charte. Parce qu'alors, je pense qu'on croule sous les chartes. Je veux dire, et je voulais surtout pas rédiger une charte. Et dès le départ, j'avais affiché qu'un seul véhicule. J'avais dit, le véhicule des achats responsables à Enedis, ce sera le label Relations fournisseurs et achats responsables. Alors justement, ça permet de faire ce lien, Bertrand. Ce label qu'on appelle RFAR, qui est effectivement un cadre qui donne des éléments communs à cette relation. Donc plutôt un label plutôt que d'écrire une charte qui permet d'avoir un alignement dans l'entreprise et finalement d'avoir des éléments de langage communs, d'avoir de la convergence, de la coopération. Pour vous, Bertrand, quel a été le déclencheur véritablement pour que vous et Enedis, vous vous disiez, je vais pas rédiger une charte, il y en a plein, mais je vais aller sur un label, sur quelque chose presque de contraignant. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur et pourquoi finalement ce choix? Bon, déjà, parce que la charte, je vous l'ai dit, je pense qu'on croule un peu sous les chartes. La logique d'une charte, c'est la promesse de don. Donc, c'est un petit peu, je ne vais pas dire facile, parce que quand on engage la signature d'un président du directoire ou d'une présidente, évidemment qu'il y a de l'engagement. Pour autant, vous n'êtes pas évalué. La logique du label, elle est différente. C'est qu'il y a une évaluation. Et notre démarche chez Enedis, c'était rechercher un petit peu la fierté de toutes les équipes, puisque ma conviction était que nous faisions du bon boulot. Et aller chercher cette valorisation au titre d'un label, ça me semblait quelque chose de plus fort. Bon, quand vous voyez le label tel qu'il est affiché à l'écran, c'est Bruno Le Maire qui le signe. Donc, je ne vais pas vous dire que parce que c'est le ministre, ça a de la valeur, mais on peut imaginer que si le ministre porte sa signature, c'est qu'il y a des garanties derrière. Ce label, juste pour en dire deux mots, en fait, il est décerné par le médiateur des entreprises et par le président du CNA. Et en fait, il y a une gouvernance autour de ce label, et je pense que ça fait référence, parce que qui ne connaît pas le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet et toute la démarche autour de la médiation, qui ne connaît pas le président du CNA avec Jean-Luc Barras, toute cette démarche-là, je veux dire, elle fait sens. Et c'est dans cet esprit qu'on s'est engagé sur ce point-là. Et surtout, Bertrand, elle fait sens par rapport aux valeurs d'Enedis, hein, d'engagement, de respect, de sens du service. Alors, de mon œil extérieur, n'étant pas salarié d'Enedis, j'avais l'impression qu'effectivement, il y avait un envie de transparence et de proximité avec ses fournisseurs. Et j'aime beaucoup quand on a préparé ce temps-là, vous m'avez dit, je tiens à parler de fournisseurs et pas de partenaires. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser pourquoi vous excluez ce mot-là? Vous l'avez dit tout à l'heure, je veux dire, le label, la démarche achat responsable, elle est associée à la performance. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai un label que je fais pas de la performance. C'est pas parce que j'ai un label que je vais pas chercher les meilleurs prix avec toutes les équipes. Et encore une fois, cette notion de relation équilibrée, ben pour moi, elle repose sur le contrat. Parce que partenaire, oui, on tape dans la main, on a un partenariat. Moi, je préfère le contrat. C'est-à-dire que systématiquement, on remet en concurrence nos entreprises. Je n'ai pas dit qu'en remettant en concurrence, on voulait renouveler complètement le panel. Mais par contre, on veut réinterroger les prix et on va signer un contrat. Et à partir du moment où on a un contrat, c'est le socle de ma relation fournisseur. C'est-à-dire que, oui, on s'est mis en phase de négociation, on s'est mis en phase de consultation. On a embarqué toute une démarche de relation fournisseur. Enedis est soumis au code de la commande publique. Ça en fait une exigence, mais ça en fait aussi un repère. Je veux dire, nous portons cette référence au code de la commande publique comme quelque chose de droit. Et le référentiel de la filière achat-approvisionnement d'Enedis,
il a cette volonté de droiture. Et c'est ce qu'on portait aussi dans le label. Relation équilibrée, droiture, respect du fournisseur. Vous l'avez dit vous-même il y a quelques secondes, les valeurs d'Enedis sont l'engagement, le respect, le sens du service. Le respect, au niveau de la direction des achats, je le porte sous une forme de positionnement, c'est-à-dire qu'on doit respecter nos fournisseurs. Et je voudrais vous citer une anecdote. Il n'y a pas un seul mail de fournisseur ou coup de téléphone d'un fournisseur auquel je ne réponds pas. Alors attention, ça ne veut pas dire que je reçois tout le monde, ça ne veut pas dire que je consulte tout le monde, mais l'exemple typique, c'est aujourd'hui, on me propose assez souvent des masques en période Covid. Je fais un mail respectueux, au sens où je dis que nos besoins sont couverts et qu'à ce stade, je ne peux pas répondre à la présente sollicitation. Mais je réponds. Ce qui interroge Bertrand finalement sur la posture de l'acheteur. Effectivement, c'est même au-delà de la relation. Quand on parle souvent d'achat responsable, on parle beaucoup d'impact social, d'impact environnemental, etc. Mais finalement, en étant responsable, c'est aussi la posture de l'acheteur, la courtoisie, la politesse, le fait de faire un retour. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous m'avez donné un chiffre qui est que 50% du panel de fournisseurs d'Enedis est composé de TPE-PME. Et j'imagine bien que si on se met à la place d'une TPE qui essaye de contacter Enedis et de rentrer dans le panel, de voir que finalement il y a un cadre, il y a un label et qu'il y a surtout un retour de la part de la direction achat, on est dans une relation de proximité, de transparence en tout cas, et beaucoup plus saine pour l'évolution de la relation actuelle ou à venir. Ce que j'aime bien, et peut-être un dernier point sur ce label, finalement, RFAR, les deux dernières lettres, c'est relations fournisseurs. Et je Les pense deux que ça, premières, les deux effectivement, premières. pardon, les deux premières, effectivement. Et ça, je pense il faut pas l'oublier, puisque si c'est une charte, si c'est un label d'achat responsable, ça implique aussi les fournisseurs. Est-ce que du coup là-dessus, Bertrand, vous pouvez nous donner deux mots, puisque c'est pas unilatéral, il faut que ce soit gagnant-gagnant. C'est vraiment fournisseurs, acheteurs qui doivent faire un effort conjoint pour avoir une gouvernance durable. Bah, je vous le disais, c'est la notion de relation équilibrée. Comme vous le disiez, TPE, PME, 50%, c'est même le panel d'Enedis, c'est 4000 fournisseurs. Moi, je souhaite je renvoyais l'image du sens du service, c'est-à-dire cette notion de partage avec le fournisseur. Euh, Quelque chose qui peut m'irriter, c'est un fournisseur qui a des difficultés avec nous et qui escalade pas. C'est-à-dire qu'ils disent non mais attendez, non, j'ai pas voulu vous écrire, j'ai pas voulu solliciter la hiérarchie parce que non attendez après ça peut me coûter trop cher. Non, moi ça enfin je, je m'inscris en faux contre ce process, même si je peux imaginer qu'il existe. Mais c'est en luttant contre ce genre de choses qu'on ne peut pas. Nos organisations professionnelles dans le domaine des travaux de réseau, qui sont le CERS et le SNER, sont rentrées dans cette démarche. Et justement, lorsqu'il y a une difficulté, elles n'hésitent pas à nous interpeller, à escalader. Et encore une fois, moi, entendre que telle facture n'a pas été payée depuis X mois, entendre que tel contrat est appliqué de façon non réglementaire, qu'il y a des décisions unilatérales sur le contrat, non, je ne peux pas l'accepter. Et s'engager dans le label, c'est aussi emmener toute une entreprise, et je dis bien toute une entreprise, toutes les filières de l'entreprise, en leur disant attention, on est labellisé, ça nous engage. On sera, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le label, il est décerné pour 3 années, mais avec une mise sous revue tous les ans. Et je peux vous assurer que la mise sous revue est exigeante. Il y a même une enquête des fournisseurs par le labellisateur. C'est-à-dire que le labellisateur appelle des fournisseurs. Euh, Quand vous savez toute cette démarche, vous vous dites de toute façon, on ne pourra pas passer au travers. Soit on fait référence, soit on est exemplaire, soit on ne le fait pas. Et dans ce cas-là, ça ne vaut pas. Moi, mon message, pour faire un peu la promotion du label, si dans une entreprise, l'engagement de la direction est fort, que vous avez un process achat qui est rigoureux et qui a des valeurs dans votre entreprise, moi, j'ai qu'un seul message, c'est candidater au label. Parce que Alors, du coup, Bertrand, ce label-là, est-ce qu'il a servi, en tout cas, de cadre plus rassurant, à la fois pour vous en interne, dans vos équipes, mais aussi pour vos fournisseurs, sur ce qu'on connaît finalement depuis maintenant presque un an? Peut-être un extrait de ce qui est paru dans la presse par rapport à la Covid-19, hein, quelques articles hein, sur les délais de paiement, où notamment Enedis, ça fait partie des 10 grandes entreprises exemplaires
je reprends ce qu'il dit, hein, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en lumière les 10 grandes entreprises exemplaires qui ont mis en place un paiement accéléré de leurs fournisseurs. Et est-ce que ce cadre-là a permis effectivement d'avancer plus sereinement dans une période de crise totalement inédite que personne finalement n'avait anticipé? Ça, c'est un des exemples. On pourra revenir après sur d'autres choses que vous avez mis en place. Mais est-ce que finalement, ça a été, je le répète, un cadre rassurant, serein, aussi bien en interne pour vous comme pour vos fournisseurs? Déjà, il y avait un socle. C'est-à-dire que le fait d'avoir travaillé sur le label, il y avait un socle à l'interne et à l'externe. Puisque à l'interne, encore une fois, lorsque vous candidatez au label, vous devez emmener toute l'entreprise. Et, et avant Covid, puisque on a été labellisé, le Covid c'est 2020, 20 décembre 2019. Toute l'année 2019, on avait travaillé. On avait travaillé avec les équipes des achats, mais on avait, comme on le disait tout à l'heure, on avait travaillé avec toutes les filières. Donc le label, il avait, je dirais, imprimé, et il était descendu dans toutes les strates de l'entreprise. Donc forcément, au moment où le Covid arrive, vous avez des engagements. Puis après, ça devient une culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des démarches d'Enedis, c'est de devenir le fournisseur, le client préféré de ses fournisseurs, ses prestataires. Ça se fait pas simplement. Ça se fait pas simplement. Et l'autre point, et ça va me permettre de documenter le transparent suivant, c'est qu'on se parlait déjà beaucoup avec les fournisseurs. On se parlait déjà beaucoup avec les fournisseurs. Et donc, quand le Covid est arrivé, je veux dire, il a fallu continuer à se parler. Et se parler, ça voulait dire s'écouter et entendre les contraintes. Nos fournisseurs avaient des contraintes, mais je dois aussi vous témoigner que Enedis avait une contrainte. Enedis, son enjeu, c'était que les fournisseurs continuent à travailler. Je veux dire, si demain, Cédric, vous avez une panne d'électricité sur votre installation, sur votre branchement, il faut aller le dépanner. Et pour aller le dépanner, soit c'est notre équipe d'astreinte, soit c'est une entreprise de travaux. Et il a fallu construire cette relation de proximité avec nos prestataires en leur disant, on a besoin de vous, même en phase Covid. Et vous avez à l'écran une dizaine de points, 9, qui ont été toute la démarche qu'on a mis en œuvre et qui là est vraiment dans une politique de relation fournisseur. Et finalement, c'est ça, vous êtes passé d'une démarche d'achat assez traditionnelle à une démarche de relation fournisseur qui est complètement venue changer un peu la donne, j'imagine, avec certains de vos fournisseurs. Effectivement, on voit à l'écran, en plus des délais de paiement dont on a parlé juste avant, là, des 9 points que vous avez mis en place assez rapidement, mais que finalement le label a permis ce socle-là. Est-ce qu'il y en a un sur lequel vous souhaitez peut-être nous attirer l'attention, quelque chose d'un petit peu qui voilà, une vraie prise de position de votre part et de la direction achat chez Enedis? Je vois notamment sur le tout premier point, un dispositif de partage et d'écoute, vous en avez parlé, mais dès le dimanche 15 mars, vous étiez vraiment dans l'anticipation et dans l'immédiateté de trouver une solution avec eux, leur donner au maximum d'informations. Et j'aime beaucoup d'ailleurs le mot écoute. Ça veut dire que c'était pas descendant, ça veut dire que c'était un vrai échange. Et vous l'avez dit. Je retiens aussi l'allongement des délais pour réponse aux appels d'offres. Effectivement, tout le monde a dû s'adapter à ce qui se passait. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel vous souhaitez approfondir, vous souhaitez illustrer? Oui, il y en a un qui peut paraître anodin. La délivrance d'attestation fixant l'état de la relation contractuelle. En fait, le 15 mars, comme vous le dites, on a appelé nos entreprises de travaux via les organisations professionnelles, via le top 10 d'Enedis, et on leur a dit, demain on confine, demain on ne travaille pas. Donc, vos équipes ne travaillent pas. Donc, on les a mises en arrêt immédiatement. Accessoirement, le lundi soir, j'ai le souvenir d'un des responsables du top 10 qui m'appelle, qui m'a dit, tu nous as fait gagner un temps fou en nous prévenant le dimanche. Parce que le dimanche, eux, ils ont appelé toutes leurs équipes et leurs agences le lundi, elles se sont mises en mouvement juste pour se mettre en coco. Pas pour aller sur des chantiers, s'engueuler avec des gars d'Enedis qui leur disent non mais vous y êtes pas, on bosse pas, etc., etc. Tous les messages étaient passés. Moi, le point sur lequel, et c'est pour ça que je voudrais revenir sur ce point-là, c'est la délivrance d'attestation fixant l'état de la relation contractuelle. En fait, nos entreprises avaient besoin d'aller chercher le chômage partiel et elles devaient justifier qu'elles ne travaillaient pas pour Enedis. Et c'est pas si évident que ça de faire votre imprimé CERFA en disant que vous faites recours au chômage partiel si vous n'avez pas une attestation de votre donneur d'ordre. Et donc, on a signé un papier disant que, et on le signait à la semaine, c'est l'engagement que nous avions pris, j'avais dit, je vous préviens, on ne fera qu'à la semaine, parce que c'était changeant. Et toutes les semaines, chaque directeur régional avait délégation pour faire une attestation fixant la relation contractuelle. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire on a un contrat, mais on a arrêté nos travaux
il est légitime que l'entreprise puisse recourir au chômage partiel. Mais je peux vous assurer que des choses comme ça, si on ne se parle pas, alors d'abord ça a mis quelques jours, hein, parce que entre des fois un prestat qui voulait l'attestation pour 3 mois, entre des fois quelqu'un sur le terrain qui était très frileux à la donner, et se caler sur les termes juridiques, ça a mis quelques jours, mais le premier vendredi, je peux vous assurer que l'attestation était délivrée. Voilà. Et ce que j'entends, c'est qu'en plus, Bertrand, c'est pas uniquement la direction achat, mais il y a notamment la direction juridique qui est venue prêter main forte et voir d'autres directions. Donc effectivement, c'était aussi un travail de mise en synergie de plusieurs directions pour faire face, et tout ça pour assurer, pas l'interne, mais pour assurer des fournisseurs. Vous retrouvez dans notre organisation qui est le comité label. Lorsqu'on a candidaté au label, c'est pas la direction des achats qui a candidaté, c'est l'entreprise. Et lorsque, de temps en temps, il y a des gens qui me disent bravo Bertrand, la direction des achats, vous avez obtenu le label, je corrige systématiquement. Je dis attendez, c'est pas nous, c'est l'entreprise. Bien sûr. Et moi, j'aime bien la signature Enedis, entreprise labellisée, relations fournisseurs, achats responsables, oui, cette signature, c'est Enedis qui est labellisé. Oui, bien sûr. Et puis c'est ce qu'on disait, c'est que finalement ça fait écho aux valeurs d'Enedis. Alors, on a bien vu effectivement que pour traverser cette période-là, et on l'a vu notamment sur la slide précédente, je reviens juste sur le tout petit carré en bas à droite sur l'accélération du règlement des factures pour les TPE, les PME, etc. On voit 115 millions, 12 000 factures, tout ça. C'est beaucoup de données, beaucoup de data. Si on commence à faire un parallèle finalement entre la gouvernance plus responsable et les data, on sent que c'est un sujet qui est de plus en plus prenant et stratégique. Là, peut-être 3-4 chiffres pour illustrer ça. Près de 40% des décideurs achats affirment avoir une stratégie data mise en place. Donc on n'est même pas à 1 sur 2, on est un petit peu moins. 42% des décideurs achats ont prévu d'en construire une. Encore une fois, on n'a pas l'agenda. Est-ce que c'est dans 1 mois? Est-ce que c'est dans 5 ans? 20% des décideurs finalement n'en ont pas, mais se prononcent pas du tout, savoir s'ils ont prévu d'en construire une ou pas. Donc on est quand même sur 20%. Et puis un petit 7% des décideurs achats qui estiment que leur entreprise ont une excellente maîtrise des données. Donc finalement, c'est même pas un directeur achat sur 10 qui considère que son entreprise est capable de traiter de la donnée. On s'aperçoit que ça a été un peu le nerf de la guerre et c'est probablement un des sujets de demain. Comment Bertrand, chez Enedis, on s'occupe des data et comment finalement ça peut nourrir le concept de gouvernance plus responsable? Bon, déjà, je ne sais pas si je fais partie des 7% qui pourraient estimer avoir une excellente maîtrise des données. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que c'est un sujet qui m'anime. La maîtrise des données fait partie pour moi d'un des socles de la direction des achats. C'est peut-être un des points que j'ai oublié de préciser quand je disais si vous voulez candidater au label, il vous faut un alignement de votre direction, il vous faut un engagement, il vous faut un processus achat. Et je préciserai un autre point, il vous faut une maîtrise de vos data. Si vous ne maîtrisez pas vos data, je veux dire, comment vous voulez pouvoir justifier de vos délais de paiement, qui est un point important du label. Je veux dire, aujourd'hui, Enedis se situe à un niveau voisin de 5% de factures payées hors délai, mais 5% c'est sur 980 000 factures. Et donc, ça veut donc dire qu'il vous faut une base de données propre de vos 980 000 factures pour comprendre. Il vous faut flaguer les factures en litige. Enfin, il y a toute cette dimension-là. Et ça revient avec cette dimension relation fournisseur et achat responsable. En tant que directeur des achats d'Enedis, je défends qu'un bon acheteur doit maîtriser son panel, doit connaître son panel. Alors, certains vous diront oui, il faut aller sur le terrain, il faut aller rencontrer les gens. Avant d'aller rencontrer les gens, il faut déjà bien connaître sa fiche d'identité. Et sa fiche d'identité, c'est les datas que j'échange entre mon fournisseur et Enedis. Si je maîtrise ça, je dirais je le connais déjà nettement mieux. Je le connais déjà nettement mieux. Je veux dire, appeler un fournisseur à mon niveau ou au niveau du directoire d'Enedis et commencer la discussion en disant vous êtes top 2 d'Enedis, c'est pas la même chose que quand vous avez des éléments qui vous manquent, etc. Donc, vous l'avez projeté à l'écran. Ce que vous projetez à l'écran, c'est le tableau de bord du processus achat-approvisionnement d'Enedis qu'on alimente mensuellement et qu'on diffuse à toute la filière managériale de l'entreprise sur ce format-là. Alors, vous y voyez forcément des chiffres achats, mais vous y voyez aussi le nombre de fournisseurs actifs,
Ce que j'appelle un fournisseur actif, c'est quelqu'un avec qui je traite plus de 20 000 euros dans l'année. Là, vous en avez de l'ordre de 4 000. C'est évidemment mon nombre de factures. C'est aussi mon pourcentage de mieux-disance pour mes marchés supérieurs à 400 000 euros. C'est-à-dire qu'on veut aller à 100% de nos achats supérieurs à 400 000 euros traités en mieux-disance. C'est une cible qu'on s'est donnée. Et puis le dernier point, ben, c'est mon top 5. Je veux dire, bon, pour des raisons de confidentialité que tout le monde appréciera, on affiche sur ce tableau les 5 premiers fournisseurs d'Enedis. Et cette maîtrise des data, moi, alors, je voudrais aussi donner une précision. Je bénéficie, c'est clair, en tant que directeur des achats d'Enedis, d'un terrain très facilitant. Enedis est une entreprise franco-française et je ne m'appuie que sur un seul ERP. Donc, disposant d'un seul ERP, en fait, mon fichier à plat, j'appuie sur le bouton et il sort tous les mois. Je veux dire, je n'ai pas cette problème de reconstitution des flux. Et c'est ce qui me permet de porter des datas d'une telle simplicité, parce qu'après, ce que je revendique dans le portage, c'est la simplicité. Vous voyez, on parle même du délai de traitement d'une affaire. Je pense que si des directeurs achats assistent à ce webinaire, le délai du process achat est un vrai sujet. Est-ce que, est-ce que Bertrand, ça veut dire que finalement, quand vous avez 50% du panel, voire un petit peu plus, qui sont des TPE-PME, est-ce que avoir de la data avec ces fournisseurs de petite taille, entre guillemets, et est-ce que du coup ça rend la chose plus complexe? Est-ce que au contraire, ils sont au courant de ces outils et la maîtrise des data que vous avez et ça les aide à se professionnaliser, ça les aide peut-être à eux aussi à avoir plus de chiffres, en tout cas des chiffres plus lisibles qui puissent vous faire parvenir, et tout ça encore une fois dans une logique de relation fournisseur. On est exigeant avec eux. On est exigeant avec eux. Je veux dire, alors je vous parliez de TPE, PME. Si je vous dis que en phase Covid, un des exercices les plus compliqués, ça a été de trouver les TPE, PME de mon panel. Parce qu'en fait, c'est une donnée qui n'est pas native dans l'ERP. C'est une donnée qui n'est pas native, qui est plutôt une définition administrative. Et clairement, sur 2 jours et même un samedi, dimanche, qu'est-ce qu'on a fait? On a flagué tout notre fichier pour aller chercher les TPE, PME. Parce que prendre la décision d'accélérer les factures, c'est une chose. Par contre, dire à votre directeur finance, ça va représenter tel chiffre, parce qu'il faut aller chercher le cash, c'est une autre chose. Et une de mes responsabilités, c'était d'aller identifier le chiffre. Et il n'y avait qu'une façon pour identifier ce chiffre, c'était de flaguer les TPE, PME. Ça peut paraître anecdotique, mais ça a mis un peu de pression sur une filière que peut être la direction des achats, dont le job, c'est pas la finance. Mais c'est nous qui avons le référentiel fournisseur et c'était nous qui avions en charge de fournir ce chiffre. Voilà. Bien sûr. Une petite précision, les 115 millions du transparent précédent, c'était au moment mars-avril qu'on l'avait évalué. On a stoppé l'accélération des délais de paiement en septembre et c'est 300 millions au total. C'est 300 millions qui ont été accélérés. Donc Bertrand, voilà, effectivement, donc la data, pour moi, on ne peut plus passer à côté. On ne peut plus passer à côté. Voilà. Je veux dire, honnêtement, j'ai pas de process d'intelligence artificielle, j'ai pas de data mining dans mes équipes au sein de la direction des achats. Par contre, j'ai plutôt du data analyst pour être capable d'organiser les données telles que vous voyez sur cet écran-là. Alors finalement, Bertrand, tout ça, tout ce dont on vient de parler depuis maintenant une demi-heure, replace un petit peu le rôle de l'acheteur. En fait, moi, ce que j'aimerais, avant qu'on passe à la partie questions-réponses, et pour info, vous pouvez les poser dans le chat, effectivement, ça se repose un peu la question du positionnement des achats. Je ne vais pas dire qu'ils retrouvent avec la direction RSE des lettres de noblesse à cause de ou dû à la crise, mais effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les achats ont un rôle prépondérant dans l'entreprise, la RSE aussi, peut-être un peu plus d'écoute. Bertrand, justement, votre vision là-dessus sur le positionnement des achats de demain, alors il y a le label, et on le sait, hein, qui vient sanctionner positivement une démarche d'achat responsable, de relations fournisseurs durables. Votre vision, justement, Bertrand, sur l'acheteur de demain, il se situe où, même si on le voit bien hein, à travers cet écran-là, on sent qu'il est vraiment au centre d'un triptyque.
Moi l'acheteur, sur ce transparent-là, en fait, je le symbolise par les achats responsables. Donc, en fait, il faut imaginer que l'acheteur est au milieu de ce triangle, de, avec ses trois pointes, et surtout intégrer que l'acheteur, en fait, il peut avoir plusieurs positionnements. C'est-à-dire qu'il peut être en phase négo, il peut être en phase pilotage, il peut être en phase Rex. Mais pour autant, il doit être connecté. C'est pour ça que le titre de ce transparent, c'est Connectons nos énergies. Il doit être connecté à la prescription. Et la prescription, c'est même le management de l'entreprise. C'est la direction de l'entreprise. Je veux dire, décider d'amplifier les investissements, etc. C'est la tête de l'entreprise, c'est des enjeux de direction. Alors, ça va jusqu'à l'élaboration du cahier des charges. Mais encore une fois, ce que je décris par la prescription, c'est l'ensemble de la ligne hiérarchique de l'entreprise. Les fournisseurs, pour moi, c'est une évidence. L'acheteur doit avoir un lien avec son fournisseur. Je milite pour un point. Il ne doit pas revendiquer l'impossession de la relation fournisseur. Puisque, je veux dire, avec mes mots, il n'est pas au cul du camion. Donc, ce n'est pas lui qui va porter le marché. Donc, il ne peut pas revendiquer la relation fournisseur. Par contre, il doit avoir dans sa démarche une relation fournisseur. Et puis, très important, l'acheteur, il doit être positionné avec le métier. Je veux dire, s'il n'a pas ce lien métier, s'il n'a pas la compréhension des enjeux du métier, je pense qu'il passe à côté de beaucoup de choses. Une des signatures de la direction des achats d'Enedis, c'est avant d'être un distributeur, avant d'être un acheteur. C'est-à-dire que j'achète ce que le métier me demande d'acheter. Et je ne me positionne pas en contrôle, sauf si il y a des règles d'éthique qui ne sont pas respectées. Mais tout ce que le métier va me demander d'acheter, nous l'achèterons. Et ce qui m'intéressait de décliner dans ces trois positionnements, dans ces trois relations de l'acheteur, c'est le positionnement qu'il doit avoir. Quand il est entre la prescription et le fournisseur, il est en démarche d'achat, il fait de la négo. Et il doit avoir une capacité à négocier. Quand le marché est signé, il se trouve entre les fournisseurs et le métier, et là, il sera en pilotage. Et là, les data auront un enjeu majeur, et il faudra qu'il exploite ces data. Et puis le dernier point, c'est quand il est entre le métier et la prescription, lors du renouvellement des marchés, il faut qu'il se positionne dans une démarche de REX et être capable d'analyser, de reconnaître ce qui était juste et ce qui était faux dans son marché précédent. Parce qu'encore une fois, il y a des stratégies qui sont fausses, il y a des contrats qui sont faux. On a pu se planter dans des rédactions de contrats. Et il faut savoir, lorsqu'on le renouvelle, le remettre à jour. C'est un schéma, c'est vrai que j'aime bien celui-là. Mais qu'on gardera, parce que moi je trouve qu'il y a un mot qui est intéressant dans tout ça, qui est finalement, on sent que c'est vertueux et on sent qu'il y a un échange perpétuel dans la négociation, dans le pilotage. Alors parfois ça se passe en direct, parfois ça se passe avec des datas, et puis finalement même du retour terrain, du retour métier, on sent qu'effectivement il y a rien ne s'arrête. En tout cas, tout est dans l'amélioration continue. Je trouve que ça vient vraiment aujourd'hui donner une nouvelle perception. Si je veux l'illustrer, Covid, j'étais entre le fournisseur et le métier. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Avec une ligne de conduite fixée par la prescription. Exactement. Parce que mon mandat, le mandat, on est allé le chercher bien évidemment en directoire. La RSE, je la mets dans la prescription. Je veux dire, exactement. Voilà. Bertrand, on a commencé par présenter EPSA. On dit toujours le meilleur pour la fin avant de passer aux questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est quand même de passer quelques petites secondes et quelques petites minutes pour représenter Enedis, même si c'est un nom que tout le monde connaît, mais il y a quelques ordres de grandeur, à mon avis, qu'on n'a pas forcément tous en tête. Je vous laisse la commenter, puis ensuite, moi, ça me permet de prendre les quelques premières questions et je vous les pose juste après. Très bien. Oui, ben, déjà, sans en rajouter, Enedis, c'est une entreprise qui est labellisée. C'est 38 000 collaborateurs répartis sur le terrain avec 25 directions régionales. Donc, les clients de la direction des achats sont essentiellement 25 directions régionales. Quand je présente ce transparent, j'aime bien rappeler les missions d'Enedis. Dans les missions d'Enedis, il y a la distribution de l'électricité, mais il y a également le raccordement au réseau. Et vous pouvez voir que en 2020, on a raccordé 214 000, réalisé 214 000 raccordements neufs, 180 000 en soutirage. Si vous avez fait construire une maison, Cédric, en 2020 et que vous vous êtes raccordé à notre réseau, vous faites partie des 180 000. Mais si vous avez également installé sur votre toit des panneaux photovoltaïques ou une éolienne dans votre jardin, que vous avez voulu réinjecter sur le réseau, c'est pour ça qu'on parle d'injection, ce sont 34 000 raccordements d'injection qu'on a réalisés en 2020. Pour parler de la filière achat, je
vous l'ai dit, 4000 fournisseurs, 4 milliards d'achats par an, qu'on décrit dans un référentiel. J'aime à présenter, lorsque je parle de ma fonction, le référentiel achat et approvisionnement. Et puis pour terminer, un projet dont toute l'entreprise est fière, c'est Linky. Juste vous dire qu'on pose 30 000 compteurs par jour. Si ça peut vous donner une idée de logistique. 30 000 compteurs seront posés aujourd'hui chez les différents clients d'Enedis. On a posé à ce stade 31 millions de compteurs pour une cible à 37 millions. Et quand vous faites ce panoramique-là, je vous dirais qu'elle illustre parfaitement l'ambition d'Enedis, telle qu'elle est déclinée dans le projet industriel et humain 2020-2025, c'est de devenir le service préféré des Français au service de la transition écologique. Bon, en tout cas, Bertrand, c'est tout ce qu'on souhaite à Enedis et ça paraît en bonne voie. Alors, Bertrand, on a déjà quelques questions. Il nous reste 10 minutes ensemble. Première question qui est, est-ce que ce label-là, comment cela se traduit-il dans les contrats? Est-ce qu'il y a-t-il de nouvelles clauses ou bien de nouvelles approches dans la phase de sourcing du fournisseur de votre part? Aujourd'hui, non. J'ai fait la réflexion la semaine dernière. Ce que je veux, c'est qu'on introduise plus déjà le label dans la carte de visite d'Enedis. C'est-à-dire que progressivement, quand on va émettre des appels d'offres, on écrira la formule que je vous disais tout à l'heure, Enedis, virgule, entreprise labellisée souhaite acheter, souhaite s'approvisionner, etc., etc. Ce qu'on a commencé à faire, c'est on porte le label. Je fais partie de ceux qui incarnent ce label au sens d'une référence. Et on va s'efforcer d'être un leader vis-à-vis de notre panel. C'est-à-dire que je serai assez sensible alors, ça ne donnera pas de business, parce qu'il ne faut pas dévoyer le process. Ce n'est pas parce qu'on est labellisé qu'on aura plus de business avec Enedis. Par contre, ça renverra une valeur. Et aujourd'hui, je suis en train d'inviter les entreprises de notre panel. Alors, Delphine pourra sourire, mais il y a la charte et il y a le label. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que déjà, les entreprises de notre panel adhèrent à la charte relations fournisseurs, parce que c'est le premier étage, je dirais, d'une fusée qui peut vous amener au label. Donc, on va inviter nos fournisseurs, mais sans contrainte. J'ai trop parlé de relations équilibrées, j'ai trop parlé de partage. Je veux dire, une entreprise qui n'a pas envie de signer la charte, elle ne sera pas blacklistée d'Enedis parce qu'elle ne l'a pas fait. Je dis, voilà, à la limite, peut-être que je prendrai le soin d'essayer de comprendre pourquoi, mais c'est tout. Donc, c'est plutôt une démarche de fond et dans la durée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les équipes achats d'Enedis sont plutôt fières d'être labellisées. Et ça m'intéresse. Elles sont plutôt fières d'être labellisées. Et peut-être pas que les équipes achats, d'ailleurs. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on en avait fait, puisque c'était la direction des achats qui était le catalyseur, à la limite, le risque portait un peu sur les achats. Parce que je veux dire, c'est sympa de candidater au label, mais si on ne l'a pas, il faut honorer de ne pas l'avoir. Bien sûr. Et vraiment, les équipes avaient été complètement associées dès l'origine. Avec le directeur RSE, on avait visité toutes les équipes achats pour leur expliquer la démarche et leur expliquer que la démarche, elle devait nous amener à obtenir le label. Bien sûr. Bertrand, autre question de Caroline qui est, dans les indicateurs achats présentés, pouvez-vous préciser ce qui est entendu par taux d'achat maîtrisé? Taux d'achat maîtrisé, c'est les achats réalisés sur contrat. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les achats couverts. D'autres les appelleront les achats couverts par des contrats. À partir du moment où vous passez une commande, soit elle fait référence à un contrat négocié par un acheteur, soit c'est un gré à gré, traité directement avec un prestataire. Dans ce cas-là, il n'est pas couvert par la direction des achats. Et on doit être de l'ordre de 95%, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif clé, puisqu'il est maîtrisé. Merci Bertrand pour cette réponse pour Caroline. Il y a encore une question qui est, est-ce que être acheteur responsable demande-t-il de nouvelles compétences? Et je vais prolonger cette question-là. On parle beaucoup du côté formation, comment est-ce qu'on peut réussir, et on a dit, hein, c'est une question de posture et de nouvelles postures pour l'acheteur. Finalement, est-ce que l'acheteur d'aujourd'hui et de demain, qui doit prendre en considération tous ces sujets-là, maîtriser la data, être dans une relation fournisseur et pas dans une démarche d'achat, est-ce que ça demande de nouvelles compétences? Est-ce que ça demande d'être formé? Comment vous, avec vos équipes, vous pensez ce sujet-là? Le premier point, c'est que
ça demande d'être accompagné. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on s'est lancé dans le process, on a formé tous les acheteurs. Mais quand je vous dis former, c'était une journée, quoi. Et un de nos messages avec le directeur de la RSE, c'était de dire, il ne va pas y avoir de grand soir, puisqu'on travaille déjà avec une logique responsable. Après, c'était de faire prendre conscience à l'ensemble des équipes qu'il y avait aussi des petites victoires qui pouvaient être encore accompagnées. Je veux dire, depuis un an, un des critères de mieux-disance, c'est le recours à l'apprentissage pour nos prestataires d'entreprises de travaux. C'était un truc qu'on ne faisait pas, on l'a inscrit maintenant. Et puis, c'est de mieux partager autour de ces pratiques-là. Je veux dire, des fois, il y a des choses simples à inscrire dans un contrat. À partir du moment où vous voulez avoir 100% de vos achats traités en mieux-disance, des fois, il faut aller chercher les critères. Hein. Et quand je parle de relations fournisseur-achat responsable et que le prestataire peut être responsable, je suis preneur aussi des bonnes idées que pourraient nous donner nos prestataires sur des critères de mieux-disance. Ça fait partie de cette logique de partage, parce que tout le monde est d'accord pour mettre de la mieux-disance. Mais on en est encore plus d'accord quand elle nous favorise. Oui, bien sûr. On est bien d'accord sur ce point-là. Alors Bertrand, il y a une question et une remarque. Une remarque de Jean-Pierre Rousseau, que vous connaissez peut-être, qui vous félicite pour votre intervention et qui était lui-même dans une direction opérationnelle. Il confirme l'enjeu de transversalité entre les différents acteurs, acheteurs, prescripteurs, fournisseurs. Il considère d'ailleurs que c'est un élément majeur pour garantir une démarche responsable. Merci Jean-Pierre pour votre commentaire. Et puis une question de Soufiane. Et ce sera peut-être la dernière pour tenir le timing, et les autres questions, on s'engagera à y répondre. Soufiane qui vous demande comment est-ce que vous arrivez à mutualiser les achats RSE et la performance achat chez Enedis? Je l'ai dit tout à l'heure. Alors après, encore une fois, il faut aussi que le bon sens parle. Je veux dire, je ne demande pas demain à mes fournisseurs de travaux de réseau, hein, avec des pelles, des camions, des engins lourds, de me proposer une flotte 100% électrique. Parce qu'évidemment, je veux dire, je vais payer l'investissement de la flotte. Par contre, de demander à mes fournisseurs de réfléchir à une évolution de leur flotte de véhicules en adoptant des énergies propres, ça, je le fais. Mais ça ne me coûte pas, puisqu'en fait, je suis plutôt dans une démarche graduée. Donc, la performance, j'ai gardé le même niveau de performance. J'ai demandé à des prestataires de travaux de recruter des apprentis. Ça ne coûte rien. Je pense qu'il y a des petites TPE, PME qui n'avaient pas forcément le réflexe de recruter des apprentis. Le fait qu'on ait un rôle de déclencheur, je suis sûr que ça va les inciter. Je pense qu'aujourd'hui, ils m'en veulent sûrement un peu en se disant on va devoir se prendre des apprentis, c'est un peu une galère. Et puis au final, peut-être qu'ils embaucheront de jeunes, peut-être qu'ils renouvelleront l'apprentissage. Enedis, je pense qu'on peut parler pour quasi d'une vingtaine d'années d'expérience dans l'apprentissage. Je peux vous assurer que les premiers essais n'étaient pas tous très bons. Et c'est ce rôle de leader que je pense que des entreprises de la taille d'Enedis, mais comme de plus grandes ou même de plus faibles, on doit honorer. Aujourd'hui, il y a 50 entreprises labellisées. On doit être beaucoup plus. On doit être beaucoup plus. Merci Bertrand. Je vous laisserai le mot de la fin dans quelques secondes. Je me permets juste de rappeler effectivement la série de webinaires aujourd'hui. Vous venez de terminer ce premier binôme d'épisodes autour de la question de la gouvernance. On attaquera avril et mai autour du sujet de l'impact social, et puis en juin, notamment à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, la question de l'empreinte carbone et l'optimisation de l'énergie. Je vous rappelle aussi que tout ça, vous retrouvez tout ce contenu, y compris une interview de Bertrand Pouillot dans ce guide entreprise et performance durable qui est disponible en téléchargement sur le site. Peut-être Bertrand, pour terminer comme ça, il nous reste pile une minute. Finalement, déjà, moi, je voudrais vous remercier parce que c'est toujours très enrichissant et vous avez un niveau de transparence qui, honnêtement, c'était un vrai régal, entre guillemets, de pouvoir et d'avoir ces chiffres-là, ces données-là et d'échanger avec vous, parce que ça a permis de mieux comprendre comment on fonctionne et comment ça fonctionne, notamment dans une entreprise comme Enedis. Peut-être un mot pour conclure, vous l'avez dit, vous êtes 50 aujourd'hui labellisés, peut-être l'objectif c'est d'être 10 fois plus dans pas très longtemps. Si on devait retenir ou un petit mot d'encouragement pour se lancer dans le label, ou en tout cas au-delà du label, d'avoir ce cadre-là fixe en termes de gouvernance et de relations fournisseurs responsables, un mot d'inspiration? Je pense que c'est l'engagement. Je veux dire, si on veut candidater au label, c'est l'engagement. Je veux dire, si on s'engage,
avec des valeurs, on sera labellisé. On sera labellisé. Je veux dire, nous, on avait un souci sur les délais de paiement, le taux de facture traité hors délai. Il n'y a aucune volonté chez Enedis de payer une facture hors délai. Aucune. Et en fait, c'était que des erreurs de process. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur le process. Donc, voilà. Moi, je le dis assez souvent dans mes interventions, je suis très à l'aise et très aligné avec les valeurs d'Enedis. Respect, engagement, sens du service. Je veux dire, respect, on en a parlé, l'engagement, je viens de le citer. Et le sens du service, quelque part, c'est ce que je viens de faire avec vous. Je veux dire, je dis souvent qu'on a une très belle filière, la filière achat. Elle a des enjeux extrêmement forts, mais c'est à nous de les valoriser, ces enjeux, c'est à nous de les porter. Quelque part, dans ce genre d'intervention, je voudrais surtout pas qu'on retienne Enedis, je voudrais qu'on retienne la filière achat. Et je me fais plutôt un promoteur de la filière achat. Et si des gens visionnent ce webinaire et ont envie de venir aux achats, qui ne se privent pas, c'est une très belle filière. Elle n'a encore pas gagné toutes ses lettres de noblesse, mais et je terminerai par une image. Et je terminerai par une image que je cite quand je me lâche un tout petit peu. Il faut surtout retenir aussi que les achats sont partout et peuvent pas tout. C'est une forme d'humilité, mais ils sont partout. Et c'est extrêmement enrichissant. Merci à vous, Cédric. Merci beaucoup, Bertrand. C'était très agréable et j'attends avec impatience le 5e épisode. Et ce sera un petit axe de progrès sur l'empreinte carbone, bien comprendre tous les enjeux. Donc, je compte sur vous pour nous faire un bon webinaire. Et c'est un des enjeux majeurs. Là, on en parlait avec des clients encore hier. Merci beaucoup, Bertrand. Bonne journée à toutes et à tous. Le replay sera dans très bientôt, très prochainement disponible. Merci encore. Et puis, on vous donne rendez-vous effectivement. Une petite précision, Cédric. Oui. Une petite précision. Vous vous êtes engagé à m'envoyer le bouquin. Oui. Et ce sera envoyé. Ce sera fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore, Bertrand. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.